Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de la SFEN. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis Ludovic Dupin, directeur d'information de la SFEN et rédacteur en chef de la RGN. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Réacteurs innovants, nouveaux acteurs, nouvelles technologies. Cette série de webinaires qui est réservée à nos adhérents. Alors, comme vous le savez, il y a tout un essor de nouveaux acteurs du nucléaire, de réacteurs de quatrième génération qui est en train d'apparaître et qui s'organise autour de l'appel à projet français France 2030. Et on a déjà fait 7 occurrences de cette série. Et aujourd'hui, on va faire notre 8e occurrence avec USNC, donc Ultra Safe Nuclear Corporation, qui est un acteur qui va participer à cet appel à projet. Et on a le plaisir de recevoir Dominique Hittner, qui est directeur recherche et développement technique, et Pierre-Marie Plette, qui est en charge du business développement Europe pour USNC, qui vont nous faire une présentation pendant 25 minutes de l'entreprise. Et ensuite, comme à l'habitude, nous prendrons vos questions pour comprendre cette technologie, cette entreprise. Alors, je vous rappelle les règles du jeu. Il y a un petit S sur fond noir sur fond blanc rouge qui s'appelle Slido en haut de l'interface Teams. C'est là que vous pouvez poser vos questions. Et surtout, vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et à l'issue de la présentation, on posera les questions dans l'ordre de leur succès, de leur vote. Voilà. Dominique, Pierre-Marie, je vous laisse le micro pour votre présentation. C'est à vous. Merci. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, donc nous allons vous présenter la société Ultra Safe Nuclear Corporation et nos projets. Bon, je laisse d'abord la parole à Pierre-Marie qui va vous présenter la société. Alors, donc, cette présentation, nous allons d'abord voir la société USNC et les produits de USNC. Dans un deuxième temps, on ira plus en détail dans le design du réacteur et de son combustible FCM. Nous aurons un aperçu des projets de Ultra Safe Nuclear, des projets de MMR en cours. Et enfin, nous présenterons notre ambition et nos perspectives pour la France et pour l'Europe. Alors, premièrement, USNC, c'est une entreprise qui a été créée en 2011 aux USA par des experts de laboratoires nationaux américains sur le combustible, notamment. Le siège est à Seattle. Alors, cette entreprise a grandi et nous sommes maintenant plus de 300 employés dans le monde. Comme vous voyez sur la photo, c'est une entreprise globale, c'est-à-dire qu'on a des centres de fabrication ou d'ingénierie répartis dans le monde. Alors, cette répartition s'explique notamment parce qu'il y a un certain nombre d'experts des différents programmes de réacteurs haute température qui se sont rejoints à USNC, donc notamment Pretoria, où il y avait un gros pôle qui a travaillé sur les réacteurs à boulet, qui est maintenant intégré à USNC, où on a pu collecter ainsi le savoir sur les réacteurs à haute température. Alors, il y a trois points, peut-être un peu plus, on rentrera en détail tout à l'heure, qu'on peut voir au Canada avec Chuck River, qui est un premier projet en cours, l'Université de Illinois, qui sera un deuxième projet, on y reviendra plus tard, et Oak Ridge, où en fait il y a une usine pilote de fabrication de combustible. Donc on reviendra un peu plus tard sur ces trois principaux centres. Alors sur USNC, c'est aussi 150 millions de dollars qui ont été investis jusqu'à présent uniquement par des investisseurs privés sur les projets de développement d'Ultra Safe Nuclear. Et alors si maintenant on vient un peu plus en détail sur l'Europe et notamment la France, on a un établissement en France qui a été créé en 2014. Donc USNC Europe est actif dans le développement technique et commercial du MMR. Par exemple, donc à USNC Europe, il y a le directeur de la recherche et du développement technologique ou le directeur des analyses qui coordonne et dirige les différentes unités du SNC dans le monde sur leur domaine. Donc, la partie française a un vrai rayonnement, je dirais, sur l'organisation du SNC. Alors, USNC Europe et ses employés sont fortement impliqués
dans les projets européens, notamment d'Euratom. Donc, nous sommes membres de la SNETP, notamment sur la cogénération nucléaire, et USNC ou ses employés participent depuis une dizaine d'années sur différents projets Euratom. On peut citer Europers, NC2IR, Gemini et maintenant Gemini 4.0. Donc, une bonne implantation dans le milieu du HTR, du réacteur à haute température. Et alors, nous essayons de développer les interactions avec le milieu nucléaire français. Donc, nous sommes membres de Nucléaire Vallée. Nous discutons avec le GIFEN pour savoir comment s'intégrer dans le GIFEN. Bon, le GIFEN s'adresse plutôt à des entreprises qui sont établies et qui sont établies. Donc, pour les startups, il faut une disposition un peu spéciale. Et nous avons des interactions avec les principaux industriels du nucléaire français et avec le CEA. Donc, pour développer notre design et développer notre supply chain aussi. Les produits de USNC, donc Ultrasafe Nucléaire, ce n'est pas uniquement un réacteur de production, le MMR, c'est tout un ensemble de produits dont le point commun est le combustible et le FCM, donc le Fully Encapsulated Fuel, donc on verra un peu plus tard. Et ce FCM sert de base à différentes technologies, soit des technologies de production d'énergie, je vais dire, soit électricité, soit chaleur industrielle, donc les applications terrestres au travers du MMR. Mais c'est aussi utilisé pour tout un ensemble de technologies, notamment spatiales, avec des projets de moteurs nucléaires, des projets de centrales d'approvisionnement pour l'espace, ou la fourniture d'énergie pour notamment les satellites. Donc c'est pour ça qu'on dit une famille de produits du watt au mégawatt. Donc je laisse la parole à Dominique qui va présenter plus en détail le MMR, le réacteur MMR. Alors, on va se focaliser maintenant, à partir de maintenant, sur le produit de gauche, le réacteur, le micro-modular réacteur, MMR. Bon, c'est un réacteur HTGR, c'est-à-dire High Temperature Gas Cooled Reactor, classique, donc à cœur à bloc prismatique, hein, comme ça a été développé par General Atomics, puis par Areva au début des années 2000. Et bon, le design initial que nous développons pour le projet de Chalk River, dont on va parler tout à l'heure, à 15 MW thermique, hein, et donc une production électrique d'à peu près 5 MW. Donc c'est un micro-réacteur, ce qui permet une fabrication et une construction entièrement modulaire. On reste dans un domaine de température éprouvé. La température de sortie cœur est de 630 degrés. On utilise des matériaux industriels standards grâce à cette température qui est modérée. La pression est de 30 bars. Et alors, bon, par rapport au projet de réacteurs à haute température existant, on a une très faible densité de puissance. Déjà, la puissance volumique des réacteurs HTR est bien inférieure à celle des réacteurs PWR. Et là, on a une densité de puissance encore plus faible, pour permettre, pour les applications du premier réacteur, d'avoir des cycles de combustible très longs et aussi des marges de sûreté fortement augmentées. C'est-à-dire qu'en accident, la température du réacteur n'évolue pratiquement pas par rapport au fonctionnement normal. La caractéristique des HTGR en général, c'est qu'on n'a pas de système de sûreté actif. On se base sur l'évacuation passive de la puissance résiduelle par conduction et rayonnement thermique en dehors de la cuve.
Et en général, bon, si on perd le réfrigérant, on a une augmentation de température du combustible jusque vers 1600 degrés et on plafonne à ce niveau de la température. Dans notre réacteur, on n'augmente pas la température en cas de perte de réfrigérant, ou de façon insignifiante. Donc on a une marge considérable par rapport aux limites du combustible. Donc, le fait que le réacteur soit petit, entièrement modulaire, ça nous permet de séparer le réacteur en modules transportables sur camion. Donc, la deuxième chose, la deuxième spécificité du réacteur, c'est qu'on a un circuit intermédiaire qui utilise du sel solaire fondu, qui permet un découplage entre le fonctionnement du réacteur et les variations de charge imposées par les utilisateurs. Et on verra que c'est extrêmement important pour les premières applications qui se font sur des sites isolés. Et donc, c'est les deux aspects principaux de la conception du système. Donc, un réacteur qui n'a rien de révolutionnaire, qui s'appuie sur les technologies HTR établies, un circuit sel fondu solaire, donc qui s'appuie sur les technologies qui ont été développées pour les centrales solaires à concentration. L'innovation, c'est de rapprocher les deux, et donc avec une interface qui est un échangeur intermédiaire. Et puis finalement, le caractère le plus innovant, c'est le combustible FCM, dont je vais vous parler maintenant. Donc, le combustible FCM, Fully Ceramic Micro Encapsulated Fuel, il est basé malgré tout sur des particules triso standards. Ça, ce n'est pas innovant, mais l'innovation est au niveau des pastilles. Les pastilles qu'on enfile dans des canaux, des blocs prismatiques de graphite, leur matrice, n'est plus comme dans les réacteurs HTGR classiques, du graphite, de la poudre de graphite compacte, mais c'est du carbure de silicium. Et le carbure de silicium, qui est déjà présent dans les particules, c'est la couche de revêtement la plus importante, celle qui est étanche aux produits de fission. Donc on rajoute, nous, une deuxième barrière à la diffusion des produits de fission dans le combustible lui-même. Alors, là, on a un procédé de fabrication de ces pastilles qui est lui aussi innovant par rapport à ce qui se fait d'habitude. D'habitude, on mélange les particules avec de la poudre graphite et on compacte le tout. Et ensuite, on cuit ces particules. Ici, on a une technique qui lie l'impression 3D et la CVI pour une fabrication sans compaction. C'est-à-dire que, on ne soumet pas ces particules à une pression extérieure qui limite la quantité de particules, en général, la quantité de particules qu'on peut mettre dans une pastille. On a des taux de remplissage de l'ordre maximum. Les Américains sont allés jusqu'à 35%, mais au-delà, ce qu'on risque, c'est avoir des interférences entre les particules et endommager des particules, ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr. Là, on peut aller jusqu'à 60%, puisqu'il n'y a pas de cette étape de compression qui peut effectivement endommager les particules. Un mot sur le cycle du combustible. Alors, l'amont du cycle,
Si on veut des cycles longs, il faut des enrichissements importants, hein, donc des enrichissements qui peuvent aller jusqu'à la limite d'autorisation pour les combustibles civils, c'est-à-dire 20%, mais aujourd'hui, suite aux événements en Ukraine, bon, il y a un problème général dans le monde pour l'approvisionnement en ALE, c'est-à-dire les enrichissements au-delà de 5%. Et donc, on est en discussion avec les industriels de l'amont du cycle pour envisager des solutions. En ce qui concerne l'aval du cycle, bon, il y a une figure sur ce transparent qui explique un peu quelles peuvent être les différentes étapes de traitement, de post-traitement du combustible. On peut s'arrêter soit simplement stocker les blocs irradiés ou aller jusqu'au retraitement. Et bon, l'inconvénient de stocker les blocs irradiés, c'est qu'on a un volume par mégawatt, qui est un volume de stockage qui est très important. Donc, le point critique, c'est de séparer les blocs des pastilles combustibles. Et ça a déjà été fait à Fort-Saint-Vrain par les Américains. Bon, ça ne présente pas de difficultés particulières. Ensuite, on peut aller vers une séparation jusqu'au noyau d'oxyde d'uranium, ou s'arrêter en cours de route. Et une fois qu'on a le noyau, ben, on peut rentrer dans un retraitement classique. Les différentes étapes envisageables ont été déjà examinées en laboratoire et leur faisabilité au niveau laboratoire a été vérifiée. Le seul point critique, c'est la déconsolidation des pastilles FCM. Il y a déjà eu des essais de déconsolidation de pastilles avec matrice graphite, mais ça, c'est un point nouveau, donc c'est le principal verrou technologique. Bon, en ce qui concerne l'ensemble de l'installation, bon, une conséquence du fait qu'on a deux barrières à l'intérieur du combustible FCM fait qu'on a beaucoup moins de contraintes sur les barrières suivantes et qu'on peut limiter le nombre de composants et systèmes qui sont classés sûreté. Et donc, on a un site nucléaire qui est relativement limité. Et tout ce qui est conversion de l'énergie est hors du site nucléaire et on peut utiliser des composants, des systèmes industriels classiques non nucléaires. Et donc, le réacteur, enfin le site, tout ce qui est sur le site nucléaire est fabriqué en série en usine, et le site non nucléaire, ben, on va le concevoir sur mesure en fonction des besoins du client. Il peut produire de l'électricité, de la chaleur, de l'hydrogène, selon des besoins. Voilà, je redonne la parole à Pierre-Marie. Pierre-Marie, votre micro est coupé. Pardon, voilà. On vous avait dit qu'on vous parlerait du premier projet. Donc, le premier projet a été initié au Canada. Donc, c'est le Chalk River. C'est un site donc, dans le Nord Canada où, en fait, ce genre de sites sont alimentés généralement par des moteurs diesel. Et ces moteurs diesel, on peut les ravitailler que quelques semaines par an, lorsque les lacs sont gelés, donc les camions peuvent transiter.
Et donc, l'intérêt d'une source de chaleur, je dirais, à vie longue et stable est intéressante. Donc, sur le projet de Chuck River, le produit, c'est la fourniture de, comme Dominique vous a dit tout à l'heure, de chaleur et d'électricité, donc à peu près 5 MW et le chauffage du site. La charge combustible est prévue pour durer 20 ans, avec la même durée de vie que le réacteur. Ça répond à une des questions qui a été posée sur Slido d'ailleurs. L'approche modulaire dont parlait Dominique permet d'amener les réacteurs et les différents composants sur site par camion et d'avoir un montage sur site qui est relativement court. Alors, si on va un peu plus en détail sur le projet de Chuck River, donc voilà, c'est la tête de série commerciale. Donc, il fournira de l'électricité et de la chaleur sur site. Alors, c'est une joint venture entre Ultrasafe Nuclear et Ontario Power Generation. Donc, Ontario Power est le plus gros producteur d'électricité de l'Ontario. Et c'est sur le modèle Build, Own, Operate pour ce système. Alors, la fourniture du MMR de manière plus générale rentre dans le cadre d'un partenariat international. Donc, on a Hyundai Engineering, Hatch, PCL Construction. Et pour l'aspect combustible, donc Ultrasafe Nuclear a développé une usine pilote. Et derrière, il y a un partenariat avec Framatome pour établir une usine de combustible pour fabriquer le TRISO et le FCM aux États-Unis. Alors, si on prend l'état d'avancement du projet actuellement, donc on est sur la Vendor Design Review phase 2, donc qui est l'équivalent d'un DOS détaillé en cours de revue avec l'autorité de sûreté canadienne. Il y a une demande d'autorisation d'aménagement du site en cours, et de même que l'étude d'impact environnemental. Alors ça, c'est le premier projet. Il y a un certain nombre d'autres projets qui sont plus ou moins avancés. Bon, le deuxième gros projet, c'est l'Université de Illinois, qui est pareil, un développement sur un site universitaire d'un réacteur. Donc, c'est le deuxième projet le plus avancé. Et après, on a différents accords ou différents projets qui sont en cours, notamment sur l'installation de multiples MMR à Idaho Labs. Et on a plus récemment eu des accords avec l'Université de Lappeenranta en Finlande, par exemple, c'était en décembre, ou plus récemment encore un accord avec une industrie chimique polonaise pour utiliser la technologie MMR pour fournir de la chaleur industrielle. Alors, si on regarde maintenant l'agenda, notamment pour le site de Chuck River, donc le projet a commencé en 2019. Nous avons l'ambition de démarrer l'exploitation commerciale en 2026. Et bon, pour l'instant, début 2023, nous allons commencer donc l'ensemble du développement de projet et du licensing est en cours. Et nous allons démarrer en 2023 la préparation du site et les premières constructions sur site. Alors maintenant, quelles sont nos ambitions pour la France et pour l'Europe? Je laisse la main à Dominique. Merci. Bon, donc, d'après ce qui précède, hein, le MMR, dans sa version initiale, est prêt à très court terme pour un déploiement industriel sur les marchés de sites isolés. Bon, la température de fonctionnement du MMR permet d'accéder aussi à une large part du marché de la chaleur industrielle, essentiellement la chimie et la pétrochimie. Vous avez là sur ce transparent à droite, pour l'Europe, une répartition des besoins de chaleur industrielle en fonction de la température. Et vous voyez qu'il y a surtout des besoins dans le domaine 250-550 degrés. Ensuite, il y a un trou. Et puis, il y a des besoins à beaucoup plus haute température, au-delà de 1000 degrés. Et avec les technologies à haute température aujourd'hui, on peut satisfaire les besoins entre 250 et 500 degrés, et 550 degrés. La plupart du temps, ces besoins sont satisfaits par l'intermédiaire de réseaux
de vapeur qui sont installés sur les sites. Donc on peut coupler un réacteur avec un réseau vapeur. Alors bien sûr, bon, au-delà de 1000 degrés, ce n'est pas possible. On peut éventuellement faire du préchauffage, ce qui permet déjà d'économiser une quantité significative de CO2. Bon. Alors, pour élargir le marché du MMR à la chaleur industrielle, on envisage un certain nombre d'évolutions. Alors, sans changer fondamentalement la conception, on peut simplement, en augmentant la pression dans le circuit primaire, qui est de 30 bars, on peut l'augmenter à 60 bars, et on peut, avec, bon, il faut bien entendu une enveloppe primaire plus épaisse, mais en dehors de ça, on peut augmenter la densité de puissance dans le cœur, tout en gardant des marges suffisantes de sûreté. On peut monter jusqu'à 30 MW. Donc ça, c'est en utilisant la conception actuelle. Avec des changements dans la conception du réacteur, on peut envisager de monter jusqu'à 50-60 MW sans perdre les caractéristiques de sûreté exceptionnelles du MMR. La seule différence là, bon, pour ces deux évolutions possibles et dont on commence les études, c'est que, bon, comme on va avoir une puissance volumique plus importante, on va brûler le combustible plus rapidement, donc il faut, ce qu'on n'avait pas dans le MMR initial, il faut développer un système de rechargement du combustible. Donc, une autre évolution, c'est l'augmentation de la température pour améliorer le rendement électrique et élargir le champ des applications industrielles. Et là, bon, on se limite on a une limite, c'est celle du sel fondu solaire, qui devient instable au-dessus de 600 degrés à peu près. Et donc, il faut trouver un autre caloporteur. Il y a d'autres sels qui pourraient convenir, mais ça, c'est du développement. Et puis, bien sûr, il faut rentrer dans le domaine de matériaux métalliques ou autres qui peuvent résister à des températures plus élevées. Donc, USNC Europe a l'intention de développer, à partir de la technologie MMR, un système adapté aux besoins du marché industriel français et européen, donc une puissance unitaire de 30 à 60 MW. Et bon, je vais revenir peut-être sur la deuxième figure du transparent précédent, où vous voyez que effectivement, ça aussi c'est le marché européen des besoins en puissance thermique et électrique, et vous voyez qu'il y a une concentration de sites qui ont des besoins de moins de 200 MW, autour de la centaine de mégawatts. Donc ce qui dicte un peu la taille du réacteur dont on aura besoin. Donc, puissance unitaire plus élevée, rechargement du combustible prévu et durée de vie du réacteur de plus de 40 ans, et surtout une réalisation à court terme pour satisfaire les objectifs européens de neutralité carbone. Donc notre objectif, c'est pas d'avoir le réacteur le plus avancé possible avec des très hautes températures, donc on reste au niveau 630 degrés pour pouvoir utiliser les technologies qu'on a développées et les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Et le système pourra fournir aux industries en même temps de la chaleur à haute température et de l'hydrogène. À cet effet, USNC a réuni un ensemble d'industriels nucléaires et de fournisseurs de systèmes et composants pour soumettre une proposition pour France 2030. Donc nous sommes fermement engagés à la réalisation dans les meilleurs délais d'un système qui pourra contribuer
à l'objectif de décarbonisation et d'indépendance énergétique de l'industrie européenne. Et nous espérons avoir le soutien de l'ASFEN dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, c'est très clair. Alors, on a déjà pas mal de questions dans l'outil de partage. Je vous rappelle les règles du jeu. Pour poser des questions, il faut cliquer sur le petit S noir sur fond blanc appelé Slido dans votre interface Teams en haut. Et vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, je vais commencer à prendre les questions dans l'ordre. La première, qui est apparue très tôt dans le webinaire au bout de quelques minutes, c'est vous êtes en France, mais vous êtes américain. C'est vrai qu'on voit ça. Or, on sait que pour l'appel à projet français, il faut avoir des critères de citoyenneté française. Comment vous y répondez concrètement à ces critères de citoyenneté? Je peux la prendre, Dominique? Oui. Effectivement, donc on a l'entité USNC Europe, donc comme on a dit, qui est créée depuis 2014 et donc qui portera le projet. Et qui est enregistrée en France. Hein. C'est une société française. Oui, c'est une société française de droit français. Alors, on a eu des discussions déjà avec BPI notamment sur cet aspect-là. Alors, on va s'appuyer, il est évident qu'on va s'appuyer sur des briques technologiques qui existent aux USA, mais qui ont été développées aux USA, où d'ailleurs USNC Europe a contribué au développement. Mais derrière, les travaux pour développer la version européenne du MMR seront faits en France par des équipes françaises et dans l'ensemble des compagnies avec lesquelles on va faire la proposition, ce sont des compagnies françaises qui travailleront en France. On a aussi un point important, on essaie de capitaliser aussi le savoir en France. Alors notamment, on a une université qui est avec nous, on essaye d'établir des liens avec une deuxième. Donc on essaye vraiment de s'inscrire dans l'écosystème français. Et on met un point important de notre proposition à bâtir une équipe française. J'ajouterais aussi que notre produit, il est typiquement pour le marché européen. Dans les années 2000, j'étais chez Areva et nous travaillions à l'époque, nous avions un projet HTGR d'une toute autre taille, 600 MW thermique. Ça s'appelait Antares pour ceux qui s'en souviennent. Nous étions en dialogue avec le DOE, et puis le DOE avait suscité la création d'une NGNP Industry Alliance qui comportait des industriels utilisateurs de chaleur, en particulier une petite entreprise comme Dow Chemical, qui est le premier chimiste mondial. Oui, c'est ça. Nous avions le directeur des opérations de Dow Chemical qui était le président de cette NGNP Industry Alliance. Et il nous disait, oui, c'est très bien, le produit Antares, c'est très bien, 600 MW, nous, il nous en faut pour notre site du Texas, il nous en faut 3 ou 4. C'est une échelle complètement différente. Vous avez vu là dans un des transparents que j'ai présenté, la répartition des puissances nécessaires à l'industrie européenne autour de 100 MW. Donc c'est quelque chose de totalement différent. Et au sein de USNC, où là ils sont focalisés, les gens sont focalisés sur le projet phare qui est le prototype de Chalk River. Nous avons convaincu, nous avons des besoins spécifiques en Europe et laissez-nous prendre en charge ces besoins. Voilà, donc c'est vraiment un projet pour l'Europe et spécifiquement pour l'Europe. D'accord, très clair. Alors, question suivante. Alors, je vois une main qui s'est levée parmi les participants. Je vous rappelle qu'il faut poser les questions en Slido, dans le petit Slido, pas dans il n'y a pas de prise de parole directe.
Deuxième question, vous avez présenté le projet de Chalk River. On vous pose une double question. D'une part, quelle est l'ordre de grandeur de l'investissement à Chalk River? Et du coup, deuxième question, puisque c'est pour remplacer les systèmes d'alimentation existants, quelle est la compétitivité par rapport à la solution existante? Quelle solution existante? Le générateur diesel, c'est ça, si je me souviens bien, Oui, non, mais l'existant? oui. Alors, non, mais à Chalk River, bon, ils ont, j'imagine, une centrale de chauffage alimentée au fioul. Chalk River, c'est pas le Grand Nord canadien, c'est pas loin pas loin des grandes villes là, du sud du Canada. C'est juste le démonstrateur. Enfin bon, et sur le démonstrateur, sur le prototype, on n'atteindra pas directement la compétitivité. Hein. Donc, la compétitivité, c'est avec les sites qui sont à 1000 km ou 2000 km des réseaux électriques et où l'alimentation se fait par des diesels, soit avec le diesel apporté par avion ou par camion sur les lacs gelés pendant quelques semaines par an. Donc, c'est extrêmement cher. Donc, pour un premier pas, c'était plus facile de passer par là. Bon, et sur la base de l'expérience acquise, des simplifications qu'on envisage sur le système, d'une augmentation de puissance jusqu'à un niveau qui correspond à ce dont on a besoin en Europe, on pense à pouvoir être compétitif sur le marché de la chaleur industrielle, surtout dans les conditions actuelles. Hein. Bon, pas seulement taxe carbone, mais augmentation du prix du gaz. La compétitivité n'est plus un souci majeur. D'accord. Et la première partie de la question, vous demandez l'ordre de grandeur de l'investissement initial. Vous pouvez répondre à ça ou c'est secret? Alors, l'ordre, je dirais que, bon, ordre de grandeur très, très général, 200 millions d'euros. D'accord. Parfait. Au tout début de la présentation, alors c'est un sujet qui intéresse beaucoup la scène, parce qu'on travaille sur le nucléaire spatial, donc peut-être que ça a éveillé des lumières chez nos adhérents, mais vous avez évoqué effectivement le partenariat avec la NASA, hein, je crois que c'est ça qui indiquait sur des produits spatiaux. Est-ce que c'est des produits qui sont déjà en exploitation et du coup, est-ce qu'il y a un transfert de technologie ou un retour d'expérience vers les réacteurs terrestres? Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, là, moi je botte en touche parce que bon, il y a un firewall dans USNC entre les gens qui travaillent sur le réacteur civil et puis vous avez vu peut-être il y avait deux logos dans le transparent numéro 3, je crois. Il y avait le logo de la NASA et puis celui du DoD, Department of Defense. Oui. Donc, nous sommes assez ignorants de ce qui se passe dans ces domaines-là. D'accord. Mais il y a bon, au moins pour le combustible FCN, c'est une brique commune. Ensuite, il y a un certain nombre de choses que j'ai compris. Bon, le système de refroidissement, il y a des briques communes. Enfin bon, c'est... Pour avoir participé à quelques échanges, j'ai compris que bon, ce qu'on fait dans le civil intéresse nos collègues. D'accord, je suis dans l'autre sens alors. Ok. Alors, vous avez un peu répondu à la question tout à l'heure, Pierre-Marie, je crois, mais on posait la question de qu'entendez-vous par cycle du combustible très long? Alors, je crois que vous avez parlé de 20 ans et la même durée de vie que l'installation, c'est ça? C'est ça. Alors, ça, c'est pour les réacteurs du Nord-Canada. Pour les réacteurs européens, donc du fait de l'augmentation de puissance, il faudra implémenter, donc Dominique en a parlé un petit peu, il faudra implémenter des capacités de rechargement. Et d'autre part, on vise une durée de vie plus longue que pour les réacteurs du Nord-Canada. Hein. Donc, pour le Nord-Canada, c'est 20 ans pour le réacteur et sa charge combustible. Pour l'Europe,
Les cycles combustibles seront probablement de l'ordre de 3 à 5 ans. Et la durée de vie aura tendance à être plutôt de l'ordre de 40 ans. Et comment est-ce qu'on recharge un tel réacteur du coup? On amène un bloc qu'on remplace et c'est modulaire, comment ça se passe? Il y a des technologies qui ont été développées aussi bien par les Américains, enfin chez General Atomics que dans Antares, pour introduire des machines de rechargement. Et puis on ouvre, bon, c'est pas comme dans les réacteurs, les PWR, où on ouvre le couvercle et puis on noie tout et puis on va chercher. Non, là c'est un peu plus complexe dans la conception qui a été qui a été développée par General Atomics et Areva. On va travailler sur des solutions plus simples qui permettront. Notre ambition, dans le réacteur pour le nord du Canada, on charge le cœur et puis on le brûle jusqu'à la fin, sur 20 ans, parce que finalement, la durée de vie des mines du nord du Canada, qui est notre principal marché, c'est de l'ordre de 20 ans. Donc, c'est pas par hasard qu'on a choisi 20 ans. Donc, une fois que la mine va ailleurs, il n'y a plus besoin du réacteur. Oui, donc pour les utilisations européennes, c'est différent. Mais on va essayer d'avoir la même philosophie, c'est-à-dire un remplacement de cœur entier. La gestion qui était envisagée par General Atomics et par Areva, c'était une gestion par demi-cœur, donc on sortait les assemblages, on les mettait à côté, on en remettait une partie, etc. Bon, c'était assez compliqué. Bon, notre idée, c'est brûler tout le cœur. Alors, c'est pas optimum au point de vue neutronique, etc. Mais si ça nous permet de simplifier les opérations de rechargement, on y gagnera beaucoup par ailleurs. D'accord. Puisqu'on parle un peu de l'utilisation du site, on vous demande les dimensions du réacteur ou des réacteurs dans les deux versions, si c'est différent. Quelle taille vont faire vos réacteurs? Alors, le site, là, j'ai montré dans un des transparents l'ensemble, le site nucléaire, plus l'unité adjacente qui fait la conversion de l'énergie. Alors ça, c'était le réacteur canadien. Si je me souviens bien, c'est un rectangle de 100 sur 200 mètres, quelque chose comme ça. Hein, Pierre-Marie? C'est ça. C'est ça, oui, voilà. D'accord. Alors, c'est effectivement un point critique, pas pour le nord du Canada, il y a suffisamment de place, mais pour l'industrie européenne qui se trouve souvent dans des environnements très encombrés. Donc, il faut choisir une taille suffisamment petite parce que c'est pas comme l'électricité. Bon, on peut faire 50 réacteurs de 900 MW ou de 1200 ou de 1500. Mais là, il faut s'adapter à chaque site. Et les besoins en énergie de chaque site sont différents. Donc, il faut avoir une brique suffisamment petite pour pouvoir mettre 3, 4 réacteurs de ce type. Mais bon, si c'est trop petit, il faudra en mettre 10 et donc l'empreinte au sol sera plus importante. Donc, la première partie de notre projet, c'est de déterminer la taille optimale, le meilleur compromis en termes d'empreinte au sol et puissance à délivrer. Donc, par rapport aux besoins de l'industrie européenne. D'accord. On reste sur l'exploitation du site, hein, toujours le même sujet. Combien de personnes nécessite l'exploitation d'un tel réacteur? Combien de personnes faut-il sur le site? Alors, avant peut-être que ce soit téléopéré complètement. Alors, pour
pour les réacteurs canadiens, pas pour le prototype, hein, mais pour les réacteurs commerciaux qu'on envisage d'implanter par la suite, on envisage une téléopération. Pour avoir, bon, le nord du Canada n'a pas un climat particulièrement confortable, donc bon, bah, il vaut mieux limiter le nombre de gens sur place. Bon, il faut aussi prévoir une maintenance prédictive suffisamment développée pour pouvoir planifier les interventions, parce que bon, c'est là aussi, quand le blizzard souffle, c'est difficile d'arriver sur le site. Donc, bon, téléopération, maintenance prédictive, etc. Donc, il est important aussi de dire que, enfin, Dominique parlait tout à l'heure des marges de sûreté très importantes. Autant sur des réacteurs à eau, on est sur des temps de réaction sur incident de l'ordre de quelques secondes à quelques minutes. Du fait de l'inertie et des dispositions de la faible puissance du réacteur MMR, on est sur des temps très très longs qui laissent plus de flexibilité sur le staffing sur site. D'accord. Quand on parlait de temps très long, c'est-à-dire, c'est combien de temps? Alors, dans les réacteurs HTR tels qu'ils ont été conçus aux États-Unis, en Allemagne, chez Areva, l'ordre de grandeur pour bon, on perd l'alimentation, le refroidissement du réacteur. On monte en température sur une durée d'à peu près une journée, jusqu'à atteindre le plateau autour de 1600 degrés. Là, c'est difficile de donner une durée, puisqu'il n'y a pratiquement pas d'augmentation de température. Bon, ensuite, à terme, on peut avoir recriticité, mais avec des puissances maximales qui sont dérisoires. Donc, à la limite, on pourrait rester comme ça. Bon, même si on est critique, on ne menace à aucun moment l'intégrité du combustible, puisqu'on ne monte pas en température. Bon, pour le réacteur, à application industrielle, bon, bah, il faudra voir. On n'a pas encore fait la conception. Bon, on aura des marges importantes, moins importantes que dans le MMR canadien. Donc, ça reste encore à étudier. Bon, mais c'est toujours des inerties énormes, compte tenu de la présence de grandes quantités de graphite dans le cœur. D'accord. On vient à une question qui porte sur le combustible, qui est un sujet clé dans votre présentation. Pouvez-vous nous en dire plus sur la fabrication du combustible et quel est le rôle de Framatome exactement? Alors, la fabrication du combustible, ça commence par la fabrication des particules triso. Et on s'appuie sur le programme considérable qui a été, de fabrication et de qualification qui a été fait aux États-Unis. Ça s'appelait, dans le cadre du programme NGNP, il y avait tout un volet qui était le combustible, et alors que sur le réacteur, ils se sont arrêtés vers 2011, si je me souviens bien, le programme de qualification du combustible a continué jusque vers le milieu des années 2010. Tout ça c'était en coopération entre l'INL, Oak Ridge aussi, enfin les laboratoires nationaux, et puis le fabricant qui était BWXT. Et donc ils ont amassé énormément de connaissances sur ce qui fait un bon combustible, les paramètres au niveau de la fabrication. Je me souviens, au début des années 2000, on avait
essayer de récupérer enfin, on avait récupéré dans le cadre de projets européens le savoir-faire allemand, et les Allemands nous disaient on a un très bon combustible, ce qui était vrai, mais bon, on leur disait si on change l'épaisseur de telle couche, qu'est-ce que ça va? Ils nous disaient on ne sait pas. Notre combustible, si vous le reproduisez tel quel, il est très bon. Après, on ne répond rien. Aujourd'hui, les Américains peuvent dire plus. Ils maîtrisent bien les paramètres de fabrication du combustible. Donc, on s'appuie sur cette expérience, sur l'expérience allemande aussi, bien sûr. Donc, ça, c'est les particules triso. Et puis, le FCM, donc, on a développé effectivement un procédé spécifique, donc, qui est complètement différent des procédés utilisés jusqu'à présent pour la fabrication des pastilles. Enfin, les Américains appellent ça des compacts, et qui a l'avantage de ne pas de préserver l'intégrité des particules qui sont inclus dans la matrice, de préserver leur intégrité sans risque d'interférence entre les particules et casser les couches de revêtement. Donc ça, et on est en train de le mettre en œuvre au niveau du pilote industriel à Oak Ridge. Et donc, alors avec Framatome, il y a un accord, un accord de joint venture, et donc on va fabriquer le combustible pour les réacteurs du Canada et des États-Unis dans une usine qui sera située sur le site de fabrication Framatome de Richland, si je me souviens bien, dans l'État de Washington. Donc ce sera alors sur un procédé qui est le procédé USNC. D'accord. Mais il y a un accord de partenariat donc sur la commercialisation de ce combustible. Sur le site du combustible, vous avez présenté cette slide où on voit l'aval, le traitement aval qui est un peu spécifique, un peu très technique. Et on vous demande si l'installation industrielle pour un traitement aval existe ou est déployable en Europe, voire en France. Alors, sur l'aval du cycle, bon, ce n'est pas un souci de nos collègues américains parce que bon, on stocke le combustible. Alors, on s'appuie sur le fait, enfin ça a été démontré déjà par les Allemands, et on a retravaillé là-dessus au début des années 2000 dans le cadre de projets européens. Le combustible HTR en stockage direct se comporte très bien, c'est-à-dire que les particules, elles ne laissent pas passer les produits de fission non seulement en fonctionnement normal, mais aussi en situation accidentelle. Bon, donc ça c'est, mais comme je l'ai indiqué dans ma présentation, stocker les blocs comme ça, c'est pas terrible au point de vue de volume de stockage. Ça conduit à des volumes de stockage par unité de puissance d'énergie produite qui sont plus importants que dans les PWR. Donc, la première étape, c'est de séparer les pastilles, et ensuite on peut soit conditionner les pastilles et puis les stocker, soit aller plus loin. Il y a des technologies de déconsolidation des pastilles, donc on récupère des particules, et ensuite les mêmes technologies, ajustées différemment, permettent de casser les particules et de récupérer le noyau fissile. Alors le noyau fissile, nous on est bon, les Américains, ils préfèrent l'UCO, qui est un mélange d'oxyde et de carbure d'uranium. D'après
d'après ce que nous a dit Dominique Greneche, qui j'ai vu a levé la main tout à l'heure, l'UCO est incompatible avec Purex. Nous, en Europe, on préfère en rester à l'UO2, justement, pour pouvoir être compatible. Bon, mais ensuite se posera la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle d'aller de faire toutes ces étapes, hein? Et quels sont les coûts qui seront de toutes ces étapes pour aller jusqu'au retraitement ou simplement, bon, à mon avis, la première étape, c'est-à-dire sortir les pastilles, ça, il faudra le faire. Mais les étapes ultérieures, c'est une appréciation du coût-bénéfice qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Mais il faudra certainement engager des développements pour évaluer la faisabilité industrielle des procédés et pour évaluer les coûts correspondants. D'accord, donc la question est un peu prématurée pour l'instant, effectivement, je comprends. Oui. D'accord. Vous parlez de réacteurs pour des sites isolés, effectivement, pour le Grand Canada. C'est un cas qu'on imagine très bien aux US, au Canada, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas le cas en France du tout, et même en Europe, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de site isolé dans nos pays. Du coup, comment vous transférez exactement le concept? Oui, non, mais les sites, les sites industriels pour la fourniture de chaleur sont des sites isolés, parce qu'on ne transporte pas la chaleur comme l'électricité sur des centaines de kilomètres. Donc, si on produit de la chaleur, il faut l'utiliser localement. On peut avoir des réseaux de chaleur de l'ordre de quelques kilomètres, mais pas plus. Donc, on a un marché pour un réacteur qui est relativement limité. Donc, les variations de charge ne pourront pas être amorties sur un large réseau, hein. Donc l'intérêt des technologies qu'on a développées, de la technologie là, du circuit intermédiaire qu'on utilise au Canada se présente aussi en Europe pour ces applications-là. Je comprends. Vous avez évoqué des projets au Canada, aux États-Unis, l'Illinois. Vous avez parlé de la Pologne, je crois aussi, c'est ça? On vous demande quels sont vos contacts avec les autorités de sûreté locales, comment on accueille le concept et où est-ce que vous en êtes avec eux? Et donc, a fortiori, est-ce que vous avez déjà des contacts avec l'ASN française? Alors, au Canada, là, on est impliqué avec eux jusqu'au cou. On a déjà un dialogue très poussé avec eux. On leur a soumis des dossiers. Donc, bon. Et on n'a pas encore, on n'est pas encore licencié, donc on a encore des questions à venir, donc on est en bonne voie. En Europe, on a eu déjà des discussions préliminaires au Royaume-Uni avec ONR et avec je ne me souviens plus du nom de Environmental. Il y a ONR et puis Environmental. Oui, je ne sais plus le nom de l'autre, oui. Enfin, qui s'occupe des évaluations environnementales. Bon, donc on a eu, vous savez qu'au Royaume-Uni, il y a eu des compétitions analogues à France 2030 depuis 2016 ou 2017, ça s'appelait SMR Competition, maintenant c'est AMR Competition, et USNC est fortement engagé dans ce domaine, et on a eu des échanges, des interactions avec les autorités anglaises. En Pologne, il y a des interactions aussi avec PAA, l'autorité polonaise, bon, moins avancée, mais je dirais que là, le problème, c'est plutôt la maturité de l'autorité de sûreté polonaise qui est en question, parce que bon, ils n'ont pas de réacteurs. Bon, c'est un challenge pour eux, pas seulement pour nos petits réacteurs, mais surtout parce qu'ils veulent construire des gros réacteurs. Bon.
Donc, mais bon, on parle avec eux. En France, c'est tout nouveau. En France, c'est tout nouveau. Alors, on a, comme je l'indiquais, enfin non, c'est Pierre-Marie qui l'indiquait, mais on est fortement engagé dans des projets européens. Et dans le cadre de ces projets européens, on a des partenaires, pas les autorités de sûreté, mais les TSO, hein, en particulier l'IRSN. Hein. Dans le projet actuel Gemini 4.0, on a un work package qui est sur le licensing et qui est piloté par Olivier Baudran de l'IRSN. Donc, dans ce cadre-là, on a un dialogue déjà avec les autorités de sûreté, enfin les TSO européens, on a des TÜV allemands, on a des Tchèques, on a et on a l'IRSN qui joue un rôle très actif dans ces projets. Hein. L'IRSN nous a accompagnés depuis, je me souviens, depuis 2005 ou quelque chose comme ça, dans les projets européens. D'accord. On est déjà presque à la fin de notre heure d'entretien. Je vais prendre une dernière question. On nous pose la question, Areva a travaillé avec le CEA jusqu'à fin 2009 sur la R&D, fabrication et irradiation des trisos. Est-ce que vous pensez faire appel au CEA pour faire la partie post-irradiation? La partie post-irradiation, c'est-à-dire les examens post-irradiatoires. Je me suis posé la question et posée comme ça, je pense que c'est ça, effectivement. Ou la partie post-irradiation, c'est-à-dire l'aval du cycle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon. Est-ce que vous pensez faire appel au CEA? Je vais répondre aux deux questions. Pour ce qui est de... on est en contact avec le CEA, on a parlé avec eux. Le sujet combustible n'a pas été le principal sujet soulevé. Sinon, on a développé chez Areva avec le CEA un code combustible, donc ça c'est intéressant. Mais ça c'est pas impossible. Cela étant, les installations du CEA dans ce domaine, à ma connaissance, ont été démantelées. Donc il faudrait reprendre à zéro. Mais bon, ça peut être un sujet de coopération. Sur l'aspect aval du cycle, on en a discuté plutôt avec Orano, qui est et puis, s'il y a des besoins de R&D, bien sûr, on aura le CEA derrière. Comme c'est moi j'ai compris que le CEA allait soutenir les projets France 2030 en tant que de besoin. Effectivement, c'est l'appui technique pour tout l'appel à projet, effectivement. Malheureusement, il reste une question, mais on a vraiment dépassé le temps déjà à partie. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très, très, très intéressant. Et merci à vous pour la participation au webinaire à tous les membres de la SFEN. Et on se retrouve à très vite pour d'autres entreprises, d'autres startups du nouveau nucléaire. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.